Ravi de vous retrouver pour les infos d'ici et d'ailleurs. Voici les titres de votre journal. Un espoir pour les échanges commerciaux dans le Koufo, bientôt l'aménagement et le bitumage de la route Dogbo-Lalo. La CIRAT vient de lancer la réalisation de cette infrastructure. Recouvrement des avoirs criminels au Bénin, les acteurs impliqués unissent leurs efforts pour une synergie d'action. Ils sont en conclave à Cotonou. La plume à l'honneur du 20 au 23 novembre 2024, des écrivains africains se donnent rendez-vous à Cotonou pour le Salon national du livre. Préface de l'événement avec les organisateurs dans ce journal. Bonsoir à tous. Aménagement et bitumage de la route Dogbo-Lalo, la CIRAT a donné le coup d'envoi des travaux mercredi. C'est une route longue d'une vingtaine de kilomètres avec quelques bretelles. Un espoir pour le développement des activités économiques dans cette région du Koufo. Benjamin Denayo et Amadine Anyambosu de retour de Lalo. Le développement d'une localité passe entre autres par celui de la route. Le gouvernement, fidèle à ses engagements, décide de l'aménagement et du bitumage de la route Dogbo-Lalo. Nous aurons une chaussée de 2 voies, donc une voie dans chaque sens, une chaussée de 7,20 m, donc une voie de 3,60 m dans chaque sens. Adjoint à cette chaussée des accotements de 2,50 m, ce qui représente une largeur totale pour cette chaussée de 12,20 m. La conception de cette route est faite de sorte à avoir une structure composée de matériaux graveleux, surmontée d'un béton bitumineux et enfin d'un enrobé. Donc il s'agit de structures dimensionnées pour un trafic, je dirais, plusieurs décennies. L'état actuel de cette route pose de sérieux problèmes de circulation aux usagers. Désormais, une réduction substantielle des multiples déviations est envisagée. C'est un rêve devenu réalité. Qui l'eût cru? Le bitumage de cette voie va offrir beaucoup d'opportunités. Déjà en 2018, après le Kosukwe à Gentime devait Ouedeme, le Kosa, a été aménagé et bitumé. Mais le gouvernement de Talon avait choisi aussi de désenclaver le Koufo à partir de la commune de Lalo. La route Dogbo-Lalo, d'une longueur de 21,8 km, revêt une importance capitale. Pour nous, qu'une fois achevée, elle facilitera la circulation des biens et des personnes sur le plan local, national et transfrontalier. La durée d'exécution des travaux est de 18 mois. Dogbo-Lalo représente pour les populations bénéficiaires bien plus que de simples voies de circulation. C'est un nouveau souffle pour les activités économiques, un levier pour booster le développement des localités traversées. Les acteurs impliqués dans le recouvrement des avoirs confisqués et saisis sont en conclave à Cotonou. Objectif, unir leurs efforts pour une synergie d'action dans le recouvrement des avoirs criminels. Retrouvons Héloïse Winato et Wenceslas Awaimo. Parmi les réformes opérées par le gouvernement au ministère de la Justice figure la création en 2022 de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis, ANRACS. ANRACS vise, entre autres objectifs, le premier consiste à systématiser l'intégration d'une dimension patrimoniale à la sanction pénale afin de rendre celle-ci plus dissuasive. Soutenir l'efficacité des enquêteurs et des magistrats sur le plan opérationnel en matière de dépistage, de détection, d'identification des avoirs criminels. Un an après la mise en route effective de cette agence, les responsables ont jugé nécessaire de faire un check-up et d'impliquer tous les maillons de la chaîne pour plus d'efficacité. De cet atelier, nous espérons que désormais les participants
vont intégrer l'existence de l'agence dans leur quotidien. Deuxièmement, développer des réflexes de coaction avec l'agence, d'autant plus que nous sommes dans une position où nous devons interagir avec tous les acteurs à différents niveaux de la chaîne. Je suis chargée d'assurer en accord et en coopération avec les autres pays le transfert des avoirs criminels vers le Bénin, mais bien sûr par des procédures régulières. Cette rencontre entre dans le cadre de la Journée internationale de la prévention et de lutte contre toutes les formes de criminalité transnationale organisée. Dans l'actualité judiciaire encore, le nouveau cadre juridique des partenariats publics-privés élargit désormais le champ d'action des communes. Il renforce leur pouvoir en matière de contractualisation et de suivi. Le directeur des études de l'APIES, entendez Agence de promotion des investissements et des exportations, revient ici sur les spécificités de la nouvelle loi. Il est interviewé par Alexandra Djotan. Le nouveau cadre juridique introduit des seuils d'approbation dans les communes. Il permet aux communes aujourd'hui d'approuver les contrats de partenariat qui respectent les seuils. Avant, c'était le Conseil des ministres, qui était quelque chose qui freinait un peu les communes. Donc le rôle prépondérant du Conseil des ministres a été complètement allégé. Le nouveau cadre juridique introduit également l'obligation de mettre en place une commission de suivi et de contrôle des contrats de PPP, ce qui n'existait pas. Une fois que le contrat était signé, c'était terminé et puis c'est fini. Aujourd'hui, les autorités contratantes ont l'obligation de mettre en place cette commission de suivi et de contrôle des investissements et qui est présidée par le secrétaire exécutif ou par le PRNP lorsque ce n'est pas une collectivité territoriale. Nous avons vu pendant 7 ans, 8 ans, les craintes, les inquiétudes, les incompris des communes. Aujourd'hui, cette possibilité a été complètement allégée et le nouveau cadre juridique intègre également la possibilité de conclure des offres spontanées par la procédure de négociation directe. Donc autant de facilités qui sont à la disposition des communes, encadrées par la revue des structures techniques comme la cellule d'appui au PPP que l'APIEX représente, et la Direction nationale de contrôle des marchés publics, la DNCMP, en matière de revue des procédures. Elles sont désormais capables d'échapper au piège de la mauvaise gestion financière. Une centaine de PME viennent de bénéficier d'une formation sur l'éducation financière, une formation initiée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Au moment de recevoir leurs attestations, quelques participants ont salué la pertinence des travaux. Ils se sont confiés à nos reporters Christelle Tongodo et François Zissou. Notre participation à cette formation nous a démontré que nous n'avions pas eu tort de sacrifier un peu de notre temps pour pouvoir bénéficier de cette formation. Nous avons appris beaucoup de notions en comptabilité, en fiscalité et en gestion de nos finances, nos relations avec la banque, comment scruter nos comptes, comment surveiller l'évolution de notre entreprise en gros en matière de gestion financière. Et nous voudrons aussi féliciter la qualité des formations que nous avions reçues. Cette formation qui a été donnée à l'endroit des responsables d'entreprise de l'année passée a été rééditée cette année à la demande des mêmes responsables d'entreprise. Donc l'objectif, c'est d'assumer l'une de ces tâches, à savoir l'accompagnement à travers le renforcement des capacités techniques des responsables d'entreprise. Non seulement que nous avons procédé au suivi rigoureux de ce qui se passait, on avait le feedback, on faisait aussi une descente chaque jour, mais les bénéficiaires, les participants l'ont fait savoir à travers les différentes déclarations. Comment les politiques publiques impactent-elles le développement des énergies renouvelables au Bénin? Certains spécialistes de l'énergie se penchent sur la question. C'est au cours d'une conférence-débat au Palais des Congrès de Cotonou. Alain Sochoumé et François Zissou nous livrent ici le point des échanges. Le Bénin dispose de nombreux atouts naturels pour profiter des énergies renouvelables.
comment le développement de ces dernières est-il influencé par les politiques publiques? C'est la question principale au menu de la conférence débat qui a réuni des acteurs du secteur. D'abord, ça se voit au niveau du déploiement aujourd'hui des mini-centrales un peu partout. Je vais citer le projet Les Soleils du Bénin. Vous avez la centrale connectée de 25 MW crête avec la vision d'extension à 50 MW crête et plein d'autres projets qui voient jour du fait de ce cadre favorable lié à la réglementation. Il faut dire aujourd'hui qu'on a quand même une volonté du public d'accompagner le secteur privé et on est en train, difficilement, on est dans la phase d'apprentissage, de rentrer dans un esprit de partenariat entre le public et le privé. J'appelle la recherche appliquée parce que c'est une autre façon aussi de former et de donner. Je ne sais pas si le transfert de technologie ou de compétences existe. Je pense qu'on se donne les moyens d'arriver là où on veut, effectivement avec les moyens dont on dispose ou bien ceux qu'on est capable d'arracher. Il existe un cadre légal au Bénin qui permet des investissements tant privés que publics pour amener le pays à un niveau d'autosuffisance énergétique. Si on veut un développement rapide et accéléré, il faut que des entreprises privées, il faut que des investisseurs privés rentrent dans le secteur. Et pour ça, pour qu'ils arrivent, il faut créer un cadre qui leur donne la confiance suffisante pour mettre leurs ressources dans des projets de cette nature. L'idée, c'est donc premièrement de créer ce cadre et de définir à la fois commercialement, mais aussi techniquement. On parle d'un code réseau, par exemple, qui a été rédigé et qui dit techniquement comment les choses se passent pour que ce ne soit pas soit l'arbitraire, soit une étude au cas par cas de chaque projet qui prendrait énormément de temps. Donc ça, en termes de politique publique, cet aspect-là est extrêmement important. Des partenaires techniques et financiers apportent leur soutien au Bénin qui déploie d'énormes efforts pour permettre aux populations de vivre dans la quiétude énergétique. Et puisque nous parlons d'énergie renouvelable, prenons les nouvelles de la COP29. Après 30 ans de négociations, le Fonds sur les pertes et dommages a été créé en 2023. Une fenêtre financière pour aider les pays en voie de développement et les États insulaires. William Choki, notre envoyé spécial en Azerbaïdjan, nous apprend que les collectivités territoriales peuvent aussi bénéficier de ce fonds. Je vous invite à le suivre. Les inondations, les glissements de terrain, les cyclones et les poches de sécheresse persistantes en Afrique. Des phénomènes qui prennent d'ampleur alors que le continent noir est responsable de 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Pour corriger cette injustice, un comité de transition composé de 14 membres issus des pays en développement et 10 membres des pays développé a été chargé de mettre en place le fonds pertes et dommages en 2023 à la COP23 à Dubaï. On peut dire aujourd'hui que les fondamentaux du fonds sont mis en place et ça nous permettrait maintenant de passer à la vitesse supérieure, essentiellement à mettre les modalités d'accès et avec le rôle du conseil d'administration, il est clair que tout le monde est engagé pour mettre les conditions pour qu'on puisse commencer à accompagner l'appui et l'aide qu'il faut aux pays qui en ont besoin. Le fonds pertes et dommages prend en compte les déplacements subis par les personnes, les pertes d'habitation, de culture et aussi d'infrastructures. Si nous prenons le cas du Bénin, les catastrophes que nous voyons souvent, c'est les inondations, chaque fois. Et au niveau du Bénin, on a au plan national un plan de contingence nationale. Et au niveau des communes, un plan de contingence communale pour les communes. Pour qu'à chaque fois qu'il y a un événement, comme les inondations, les vagues de chaleur, les maisons qui tombent, les récoltes qui sont dévastées, comment on peut évaluer le coût financier, le coût économique et voir ça atteint quel niveau, quel seuil du PIB que le Bénin paie. D'abord, c'est un soutien direct au budget. Et après le soutien budgétaire, il y a le soutien des communes, le niveau local, c'est l'accès direct là. Et ensuite, le soutien à travers les organisations internationales. Le fonds pertes et dommages, une fenêtre financière sans exigence pour les pays en développement vulnérables. Mais pour son bon fonctionnement, il doit bénéficier régulièrement des versements promis par les pays développés.
La police républicaine et l'Institut national de la femme se donnent la main pour intensifier la lutte contre les VBG, c'est les violences basées sur le genre. Les deux parties ont jeté les bases de leur collaboration dans le département du Borgou. Boniface Kolaole-Biaou nous présente ici les grandes lignes de leurs échanges. Cette rencontre mobilise les officiers de police judiciaire venus de toutes les communes du Borgou. Objectif, les outiller dans la dynamique d'un meilleur partenariat pour la cause de la femme au Bénin. L'objectif de cette séance est d'améliorer la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences basées sur le genre. Tout au long de la journée aujourd'hui, nous allons vous présenter l'Institut national de la femme à travers ses missions, ses attributions, ses domaines de compétences. Nous irons ensemble sur le cadre législatif qui fixe la gestion des violences basées sur le genre. Nous allons échanger autour de vos différentes difficultés et des pistes de collaboration entre l'Institut national de la femme et la police républicaine, notamment les officiers de police judiciaire. L'autorité préfectorale salue les efforts de l'Institut dont les résultats, selon lui, sont palpables sur le terrain. Je voudrais, à titre d'exemple, saluer la création de l'Institut de la femme depuis quelques années et qui, actuellement, est en train d'avancer pour améliorer les indicateurs de protection donc, de la femme dans notre pays. Et tout ça a permis aujourd'hui d'améliorer les indicateurs. Puisque par le passé, on sait que la femme était vraiment reléguée au dernier plan et victime de toutes sortes de violences. Sani Biobaye invite les officiers de police judiciaire à s'imprégner de la formation en vue de contribuer à redorer le blason de la femme dans la société. Restons avec l'Institut national de la femme pour annoncer qu'il a reçu une délégation burundaise en visite au Bénin. La délégation est allée s'imprégner de la mission, de l'organisation et du fonctionnement de l'INF. Simon Villon et Alexandra Djotan. Au niveau du Bénin, vous êtes à un stade avancé. Cette rencontre s'inscrit dans une logique d'impréation. La délégation, composée de cadres de ministère de la République de Burundi et de représentants de la société civile, est venue apprendre de l'expérience du Bénin en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous avons été honorés d'être reçus par Madame la Présidente de l'Institut national de la femme, un institut qui s'occupe plus particulièrement des questions de lutte contre les violences basées sur le genre, une thématique qui est liée effectivement avec la santé sexuelle et reproductive. C'est une thématique qui est en vogue aussi, non seulement au Burundi, mais aussi au niveau international, au niveau mondial. Ce qui fait que, à travers les échanges que nous avons reçus avec Madame la Présidente de l'Institut national de la femme, nous avons pu apprendre comment cet institut est organisé et comment il fonctionne. La santé sexuelle et de la reproduction est un domaine transversal à la mission de l'Institut national de la femme, qui a une mission à deux volets. Le premier volet étant la promotion du leadership féminin dans tous les domaines. Et d'autre part, second volet, la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. L'organisation de la répression du harcèlement sexuel et les dispositions juridiques qui encadrent l'interruption volontaire de grossesse ont retenu l'attention des hôtes du jour. L'assistance aux victimes des violences à l'égard des femmes et des filles a aussi particulièrement séduit. L'apport de cet institut est grand et donc de retour chez nous, nous allons plaider de la même manière à travers le Forum national des femmes et via même différents ministères. Cette visite de la délégation au Bénin a été rendue possible grâce à l'appui de l'ambassade des Pays-Bas. Autre audience, le haut-commissaire à la prévention de la corruption au cabinet du président de la Cour suprême. Au nombre des sujets évoqués, les dispositions prises par la haute juridiction pour des élections apaisées en 2026. Calvador Awanou et Nathalie Doris Olabi ont tendu le micro à Jacques Migan au terme de l'audience. Il y a eu des échanges très riches, beaucoup de conseils de la part du président de la Cour suprême
nous avions expliqué au président la mission dévolue au Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Et nous avions demandé au président qu'il serait bon, indépendamment du code éthique qui est réservé à tous les fonctionnaires, que le corps des magistrats ait un code d'éthique spécifique. Et c'est avec grand plaisir que le président de la Cour abonde dans notre requête, accepte de nous accompagner pour l'élaboration de ce code d'éthique spécifique, je dis bien spécifique, au corps des magistrats. Avec le président de la Cour suprême, nous avions évoqué aussi les prochaines élections générales qui doivent se tenir en 2026. Comme vous le savez, la Cour suprême, c'est le juge du contentieux des élections communales et municipales. Nous avons cherché à savoir si les dispositions idoines sont en train d'être prises pour que nous puissions avoir des élections apaisées dans notre pays en ce qui concerne les élections communales, les élections municipales qui touchent la Cour suprême. Et c'est encore avec grand plaisir que le président nous annonce que ces dispositions sont en train d'être prises pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Notre affiche culture porte sur le Salon national du livre. C'est du 20 au 23 novembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Littérature de jeunesse, le monde des petits dévoreurs de mots. C'est le thème de la rencontre. Table ronde, débats, café littéraire, ateliers, stands et animations sont au menu. Les organisateurs nous livrent plus de précisions dans ce reportage de Arnaud Adadja et Alexis Segbemo. Des livres pour enfants, comme on n'en a jamais rêvé, c'est à cela qu'il faut s'attendre à ce rendez-vous. Du 20 au 23 novembre, écrivains, lecteurs, libraires, diffuseurs et imprimeurs vont mettre ensemble les idées en vue d'améliorer l'économie du livre. Nous avons décidé de porter très haut notre salon, de faire en sorte qu'il ressemble à celui qui se fait par le monde. Non seulement on met l'accent sur la production, c'est-à-dire la littérature en elle-même, mais également on fait un focus sur les enfants, parce qu'on estime que ce sont des grands lecteurs de demain, des écrivains, pourquoi pas. On veut faire d'eux également des futurs agents économiques du livre. Ce que nous pouvons faire au Salon du livre, c'est justement échanger en professionnels pour voir un peu comment prendre en compte cette nouvelle donne pour que nous soyons aussi aguerris que les autres. Une trentaine de stands en perspective, de grands noms de la littérature africaine et francophone sont attendus. Par quel bout faire accéder le livre de la maison d'édition aux ménages? Que faire pour rendre le livre plus attractif aux yeux des enfants? Les réflexions sont attendues du public. Nous avions pris l'initiative il y a 2 ans d'ouvrir une salle spécialement dédiée aux langues nationales, mais le constat a été le même. Il faut de l'assortiment, il faut une collection dédiée, riche et qui se renouvelle. Et donc c'est peut-être le lieu également de lancer un appel à nos auteurs pour qu'ils commencent, à défaut d'écrire directement dans nos langues, de traduire les œuvres existantes également, donc en fon, en dindi, en yoruba. Le Salon national du livre du 20 au 23 novembre 2024, un rendez-vous à ne pas oublier. Le dossier culture d'aujourd'hui nous plonge dans un art vivant, un art à la fois artistique et pédagogique, la marionnette. Elle est associée à l'enfance avec un impact bénéfique sur l'éducation des plus jeunes. Mais combien sommes-nous à maîtriser les rouages de la marionnette? Wenceslas Awaimo et Ulvaeus Balogun nous amènent à sa découverte. Elle fascine les enfants par leur caractère animé et coloré. Elle capte leur attention et facilite leur compréhension des sujets complexes. Elles, ce sont les marionnettes. Je ne veux plus vivre dans ce village. J'irai pêcher ailleurs. J'irai à Nohen, le village voisin, pour développer mes activités. Ici,
Les marionnettes ne sont pas seulement des objets de divertissement. Elles sont porteuses de messages. À travers des histoires soigneusement conçues, les marionnettistes abordent des sujets parfois complexes en les rendant accessibles. Vous savez, quand tu es devant un objet qui est manipulé, qui parle et que tu ne vois pas ce manipulateur, ça active, ça capte l'attention d'abord. Du coup, cet effet de l'objet amène à mieux se concentrer devant le spectacle qui est en train de passer et de mieux assimiler le message qui est en train d'être véhiculé. Déjà, c'est un objet, une construction qui essaie de se représenter l'humain ou quelque chose qui a une âme, c'est insuffler une âme à quelque chose qui au départ est inerte et réussir à lui transmettre l'énergie de la vie pour raconter des histoires. Il est question ici, par exemple, de la préservation de l'environnement. Le village végète dans l'insalubrité totale. Et l'une des auteurs de cet état de choses, c'est Maman Boissy par l'édité l'opinion. Grâce aux marionnettes, l'art et l'éducation se rencontrent de façon unique et captivante. Ça permet de décaler la réalité aussi, de parler de choses dont on ne peut pas forcément parler directement, mais utiliser la marionnette, la poupée qui vient de là aussi. D'après les expériences, on a su quand même qu'à travers l'art de la marionnette, on capte vite, on assimile vite la leçon qui passe par les spectacles. Les marionnettes jouent un rôle fondamental. Elles brisent les barrières, engagent et touchent l'imaginaire des petits comme des grands. L'utilisation de la marionnette dans la psychologie aussi se fait beaucoup. On utilise la poupée et la marionnette pour soigner certains troubles mentaux chez les enfants qui permettent à eux de dialoguer plus facilement si c'est un objet animé qu'une personne. C'est vrai que je suis jeune ici parmi vous. Au-delà de la scène, l'art de la marionnette est une véritable école de vie. Un pont entre génération et culture, un moyen d'éducation populaire qui éveille, émeut et inspire. Voilà les marionnettes, une fascination réconfortante. Moins réconfortant à présent, Maroc 2025, l'exploit de la qualification directe des guépards n'a pas eu lieu hier. Le face-à-face Bénin-Nigeria s'est soldé par un but partout. Ce score retarde le verdict des éliminatoires. Dans le groupe D, l'espoir des Béninois a été brisé par le but de Victor Osimhen. La qualification ne tient désormais qu'à un mince fil et le suspense va se jouer en Libye. Blaise Adampo et Mathieu Soken. Ils étaient proches d'un retour à la Coupe d'Afrique des Nations, les Guépards, et du match parfait, jusqu'à la 81e minute, où la tête de Victor Osimhen va changer la donne. Avant le match, le sélectionneur Guénodro a bien passé son message à ses joueurs après la victoire de la Libye face au Rwanda, 2 heures avant le coup d'envoi. Le message était clair, si on gagne, on est qualifié. C'est ça qu'on voulait. En cas de victoire, on était qualifié. Sur le terrain, les poulains de Guénodro face aux Super Eagles du Nigeria ont bien compris le message. Dès la 16e minute, le Bénin prend l'avantage grâce à Mohamed Tijani. Le défenseur béninois met son équipe sur orbite. À cet instant, le Bénin est officiellement qualifié. Les Nigériens sont désorganisés. Les occasions s'enchaînent par contre pour les Guépards qui se voient offrir des espaces dans le jeu. Malheureusement, ils vont manquer de réalisme à chaque fois et finir la première période sur le score de 1-0. À la reprise, les Béninois tentent de faire le break sans y parvenir, la faute à certains mauvais choix des joueurs. À force de ne pas faire le break, les Guépards vont se faire punir à la 81e minute. Victor Osimhen fait basculer le match. Un but partout entre Guépards et Super Eagles. Le score va rester ainsi avec un Bénin qui prend un point à domicile et reste toutefois deuxième du groupe D avec 7 points. Donc si tu marques pas 2 buts face au Nigeria, tu peux pas espérer mieux qu'un match nul, je pense. Et c'est ça qui aussi a pêché aujourd'hui. On a eu des occasions, des grosses occasions, et malheureusement on les a pas mis au fond et c'est pour ça qu'on fait match nul aujourd'hui. C'était un bon match de football. Il y a de la déception parce qu'on s'est fait rejoindre à la fin, mais il y a aussi de l'optimisme parce que
c'est de bon augure pour le dernier match. Un seul point va suffire pour faire le bonheur des Guépards et ils veulent aller à Tripoli pour finir le job. Se rappeler de nos expériences passées pour les transformer en quelque chose de positif. Et je pense qu'aujourd'hui, on a justement ce capital d'expérience et on a des jeunes qui ont faim et qui ont envie d'aller à la Coupe d'Afrique et on va le démontrer lundi. À un pas de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, Guénot Rohr et sa troupe savent que ça passe ou ça casse. Refermons ce journal par l'actualité internationale que nous propose Alain Sochoubé. Des appels au boycott de nombreuses épiceries de fortune tenues par des étrangers ont été lancés en Afrique du Sud après la mort à Soweto de 5 enfants qui, selon leur famille, avaient mangé des chips achetés dans un de ces commerces. Un 6e enfant est en soins intensifs pour intoxication alimentaire, ont indiqué jeudi les autorités. Des agriculteurs. Fin de votre journal, début du week-end. Je vous le souhaite excellent en compagnie de la chaîne nationale. Dans le cadre de l'application des dispositions du décret numéro 2023-095 du 25 mars 2023, il est lancé le présent appel à candidature